Bonjour à tous, bienvenue dans ce workshop organisé par Blend, un workshop Boost Your Skills, où vous allez apprendre à exposer un modèle de machine learning sous forme d'une API. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour animer un nouveau Boost Your Skills, donc un nouveau webinaire où justement on essaye de vous proposer une sorte de formation d'une heure pour être opérationnel dans un domaine précis en data. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient très à cœur et qui est de plus en plus demandé quand on fait des projets data, c'est l'exposition d'un modèle. C'est-à-dire comment est-ce qu'un modèle de machine learning, je peux le déployer sous forme d'une API et le rendre disponible pour d'autres applications, pour des utilisateurs ou pour des clients. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui nous rejoignent, Blend, on est une startup qui fait des formations et qui propose une plateforme en ligne de formation dans les domaines de la data, donc surtout data science, data engineering et machine learning engineering. Et on organise assez régulièrement des webinars comme ça pour essayer un petit peu de vous proposer des insights, des technologies, des outils qui sont très utiles quand on travaille dans ce domaine. Alors évidemment, le but de ce webinaire, c'est aussi d'être interactif. Et j'imagine qu'au moment où je vais commencer à parler de plusieurs choses au niveau des API, évidemment, vous allez avoir des questions. Et du coup, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. Je prendrai quelques dizaines, quinzaines de minutes à la fin pour y répondre. Le but aussi, c'est que vous soyez, vous puissiez interagir avec, avec le format. Et comme nous, depuis le début qu'on a créé nos premières formations chez Blend, nous, on veut toujours montrer un cas d'usage, toujours faire de la pratique, jamais de théorie. Et donc, ça tombe bien. Aujourd'hui, dans le workshop, ce webinaire d'exposition d'un modèle de machine learning, on va non seulement voir comment est-ce qu'on peut le faire, mais surtout, on va le faire. C'est-à-dire qu'on va prendre un exemple d'un modèle de machine learning et on va le déployer sous forme d'une API. Et évidemment, je vous donnerai à la fin toutes les ressources, les codes, les projets, pour pouvoir le faire vous-même, parce qu'on va utiliser du Python et du scikit-learn. Et bon, je pense que pour beaucoup d'entre vous, scikit-learn, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu parler ou que vous maîtrisez. Donc, ça tombe bien, vous pourrez réutiliser l'API dans vos propres projets avec des modèles de scikit-learn. Alors, donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin de parler d'exposition de modèle? Dans quel contexte ça vient? Donc, j'aimerais faire un petit rappel, mais ça, je pense que vous l'avez déjà bien en tête. Pour les data scientists, il y a vraiment deux phases qui sont importantes quand on doit construire un modèle. Il y a une phase, justement, où on va construire le modèle, on va traiter les données, on va les récolter, on va les transformer, on va faire plein de transformations dans le but de construire un modèle de machine learning. Donc, ça peut être aussi bien un arbre de décision, un random forest, qu'un réseau de neurones. Bref, vous allez essayer de répondre à une problématique par un algorithme de machine learning. Et donc, cette phase, elle a un nom particulier, on appelle ça la phase d'expérimentation, puisque c'est dans cette phase où, en fait, on va utiliser les bien connus Jupyter Notebooks pour essayer de visualiser la donnée, pour essayer de la transformer, évidemment, de faire notre modèle. Mais ça, on reste encore dans une phase qu'on va appeler de recherche. On est encore sur une phase expérimentale où on cherche à construire un modèle qui va être le plus performant possible, qui va répondre à certaines contraintes, mais on n'est pas encore sur une partie où on va servir le modèle. C'est-à-dire qu'on va proposer les prédictions du modèle à des utilisateurs ou à des applications. Et là, du coup, il y a une vraie, on peut dire, fracture entre les deux, entre la phase expérimentale où on est beaucoup sur un cadre de recherche et la phase qui vient après de déploiement. Donc, pour vraiment recontextualiser cette phase d'expérimentation, lorsque vous êtes dans une phase d'expérimentation, vous avez besoin d'avoir deux choses. Des sources de données, donc ça peut être une ou plusieurs. En général, vous avez par exemple un fichier CSV, plusieurs fichiers CSV, vous pouvez avoir même des sources de données en temps réel. Et vous avez, très important, les hypothèses métiers. Ces hypothèses métiers vont vous permettre justement de déterminer des bonnes transformations à appliquer et évidemment de choisir un modèle qui correspond le plus à la problématique. Et à partir de ça, on construit le fameux pipeline ML, c'est-à-dire les deux blocs, d'une part, où on fait le traitement des données, la transformation, le nettoyage et l'encodage, et d'autre part, le bloc de modélisation. On entraîne un modèle, on l'optimise et on le valide avec des méthodes statistiques. Et ça, en sortie, ça vous donne un modèle de machine learning qu'on peut dire, entre guillemets, prêt à emploi. C'est-à-dire que ce modèle, c'est vraiment le cœur de sujet de votre projet, puisque c'est lui qui va vous fournir des prédictions. Ça va être en fait la réponse à votre problématique et à vos hypothèses. Sauf que dans un pipeline de déploiement, cette fois-ci, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Tout d'abord, il faut récupérer le modèle sur un serveur pour qu'il soit utilisé par une API. Évidemment, on verra plus tard à quoi ça correspond, ces API.
La problématique ici, déjà, c'est qu'il faut avoir la capacité d'envoyer ce modèle sur un autre projet, sur un autre serveur, qui va être différent de mon ordinateur où j'ai justement construit mon modèle. Donc ça, déjà, c'est un premier point. Et ensuite, autre chose qui est très important, auquel on n'y pense pas forcément immédiatement, c'est les données de production. Elles vont devoir subir exactement les mêmes transformations que lors de l'expérimentation. C'est-à-dire que je dois avoir exactement les mêmes traitements de données que j'ai appliqués aussi bien lorsque j'ai entraîné mon modèle que lorsque je vais l'exposer en production. Parce que je dois faire en sorte que mes données soient identiques en termes de nombre de colonnes, en termes d'encodage, pour que mon modèle il reconnaisse en fait ces données, ces variables, et qu'il soit capable de calculer des prédictions. Donc ça déjà, c'est un premier sujet. Il faut non seulement avoir ce qu'on appelle les artefacts, donc c'est les données produites lors de la phase expérimentale, donc le modèle de machine learning par exemple, ou quand vous utilisez des modèles NLP, le vocabulaire associé. Mais ce qui est en plus pour la phase de déploiement, c'est que vous devez être identique sur les transformations que vous appliquez sur les données. Et ça, c'est aussi difficile parce qu'on n'a pas forcément un seul outil. Quand on fait des transformations de données, on peut avoir du Pandas, on peut avoir du scikit-learn, et ça, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez enregistrer en tant que tel dans un fichier. Les transformations, ce sont des instructions Python, et ça, c'est très compliqué de les mettre ailleurs. Donc tout ça fait que la phase de déploiement, c'est quelque chose de compliqué. Et une fois qu'on a ça, en soi, c'est déjà un vrai sujet. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que je peux accéder à mon modèle, potentiellement depuis un autre serveur, parce que sinon, ce serait pas grand intérêt, et surtout par l'intermédiaire d'une API. Typiquement, les API qu'on utilise très souvent, c'est les API HTTP. Comment est-ce que je peux contacter un serveur via Internet pour qu'il me donne une prédiction, par exemple? Eh bien, ça, c'est tout l'enjeu de l'encapsulation de l'API avec le modèle. Alors, comment est-ce qu'on va mettre ça en place? Tout d'abord, il faut vraiment repartir initialement sur qu'est-ce qu'une API. S'il y a des codeurs parmi vous, ou s'il y a des data scientists et des data analysts, vous avez forcément à un moment donné fait utiliser des API sans peut-être même vous en rendre compte. Quand vous avez fait, par exemple, sous Python vos imports, import pandas, et bien en fait, pandas, c'est un package Python, mais c'est considéré comme une API. Pourquoi? Parce qu'une API, ça va encapsuler des services qui vont être utilisés par des systèmes tiers. Ce n'est pas vous qui avez créé Pandas. Par contre, Pandas vous propose des services de gestion de données que vous pouvez utiliser directement en Python. Et donc, le but, c'est que tous ces services de gestion de données, aussi bien la lecture, l'écriture, les transformations, vont être packagés, entre guillemets, sous forme de plusieurs services, sous forme d'une API, et cette API, elle va vous être exposée. Et donc, on a vraiment, d'une part, mon système, mon application, mes codes, mon infrastructure, qui va consommer, c'est le vocabulaire, une API qui va contenir des services, et dans chaque service, on a des fonctionnalités. Donc, par exemple, pour Pandas, on pourrait tout à fait imaginer que les services, ce sont le chargement des données, par exemple, et les fonctionnalités, c'est le chargement des fichiers Excel, CSV, JSON, etc. Et donc, on parle d'exposition de services, puisqu'on va faire en sorte que ces services dans mon API vont être accessibles par l'intermédiaire d'une exposition. Et donc, c'est pour ça que sans s'en rendre compte, toutes les API qu'on utilise, que vous avez forcément entendu parler, NumPy, Django, PyTorch, SciPy, Pandas, etc., ce sont des API qui sont dites locales. Parce que ces API, vous n'avez pas besoin d'Internet. Ce sont des fonctions qui sont déjà codées, que vous allez simplement importer en tant que package dans votre programme. Donc, vous n'allez pas recoder ces codes, mais vous allez simplement les importer. Et l'API, c'est simplement le import pandas, par exemple. Vous allez pouvoir faire pandas pour quelque chose. Ça va être votre interface. Ce qui fait que plutôt que de recoder vous-même toutes les fonctions pour recharger les données, les enregistrer, les transformer, évidemment, vous allez uniquement utiliser les méthodes simples qui portent bien leur nom, charger les données, transformer les données, etc. Donc pour vous, c'est beaucoup plus facile. Donc nous, en tant que développeurs, les API, c'est quelque chose qu'on utilisait bien avant les services web. Ça existait déjà en langage C et même avant, il y a plusieurs dizaines, vingtaines d'années. Alors du coup, c'est là où c'est important, c'est que on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est bien pour un développeur, évidemment, qui veut coder un nouveau projet, mais admettons que maintenant, j'ai une application web mobile et que cette application web mobile, elle va faire des prédictions. Typiquement, j'ai juste à prendre mon portable, j'ai par exemple un service de traduction automatique où je peux scanner tout simplement une image avec du texte et le texte va être traduit automatiquement. Bien, dans ce contexte-là, en fait, il faut que la prédiction qui le texte traduit, elle soit envoyée sur un serveur, non pas sur mon portable, parce que mon portable n'aurait pas la puissance de calcul, mais dans le cloud.
Et donc, cette API dans le cloud, elle va utiliser un modèle de machine learning pour me traduire le texte que j'ai pris en photo. Et donc, cette API qui va traduire le texte, elle est à distance. Elle n'est pas sur mon portable. Elle est à distance parce qu'elle est sur un serveur dans le cloud. Et donc, dans cette situation, comment est-ce que j'utilise une API à distance? Tout l'intérêt de ces API à distance, qui aujourd'hui sont très majoritairement sur le protocole que vous connaissez bien, HTTP, ces API à distance, elles vont avoir l'avantage d'être flexibles, aussi bien qu'une application web, mobile ou par programmation pour accéder à cette API, puisqu'elle fonctionne par le protocole HTTP, je n'ai pas de limitation sur le client. Ça peut être un portable, ça peut être un autre serveur, ça peut être un code source, ça peut être un navigateur, n'importe quoi, qui va faire une requête HTTP à mon serveur. Et on va avoir dans ce serveur une API. Il y a plusieurs types d'API, on va voir ça juste après, mais du coup, je vais avoir une API dans un serveur qui, derrière, elle, va contacter une base de données, par exemple, et surtout mon modèle. Et derrière, cette réponse sera renvoyée au client web, mobile ou au code source qui utilise mon API. Et donc, c'est ça l'intérêt, c'est que du coup, mon modèle, évidemment, je ne vais pas l'envoyer à n'importe qui, je vais le garder dans mon infrastructure, mais je vais quand même l'exposer pour que les prédictions de mon modèle, donc typiquement dans ce cadre-là, les traductions, soient effectuées. Et donc, je vais mettre une API à intermédiaire entre mes clients ici et mon modèle, qui va en fait lui-même charger le modèle et renvoyer les réponses à mes clients ici. Donc, la solution la plus efficace pour des API à distance, c'est le protocole HTTP. Et là, on se pose la question, comment est-ce que je peux faire une API via un protocole HTTP? Alors, en réalité, on peut le faire de deux manières, dont une qui est très déconseillée. La manière déconseillée, c'est de refaire tout à zéro. Évidemment, c'est très compliqué, il faut des très bonnes connaissances en réseau, en système, c'est très compliqué. En général, nous, on va plutôt utiliser une architecture qui va être adaptée à nos besoins. Et là, il y en a une que vous avez peut-être déjà entendue, c'est REST. Deux autres que vous avez peut-être moins entendues, c'est GraphQL et gRPC. Et en fait, quand vous faites une API, il faut se poser la question, quelle architecture je vais proposer à mes utilisateurs, à mes clients, pour pouvoir accéder à mon modèle. Et là, vous avez un peu les grandes familles, vous avez plusieurs choix. Alors, ça peut paraître un peu compliqué de choisir vers lequel se diriger. Vous allez voir qu'en réalité, on utilise très souvent pour les machine learning l'architecture REST. Quel est l'intérêt d'avoir plusieurs architectures? Alors, il faut savoir qu'une des plus anciennes, c'est l'architecture REST qui a été créée en 2000. Il y en avait même une avant qui a été créée dans les années 90 qui s'appelait l'architecture SOAP, même si maintenant plus personne l'utilise. Aujourd'hui, je dirais que la grande majorité des API se base sur du REST. Pourquoi? Parce que REST, c'est très simple à utiliser et à construire. C'est performant, ça peut être scalable. La seule contrainte, et d'ailleurs c'est cette contrainte qui a fait émerger d'autres architectures, c'est le fait que l'API REST n'est pas très flexible. Alors pour nous, pour le modèle de machine learning, ça ne va pas poser de problème. Parce qu'en général, le modèle, il ne fait pas 36 choses, il ne fait que des prédictions. Mais quand vous faites des API d'entreprise, donc vous avez typiquement votre infrastructure et que vous voulez accéder par votre API à des services d'authentification, typiquement si vous avez une plateforme web ou mobile, forcément, il n'y a pas que le modèle, il y a également l'authentification, l'inscription, il y a tout ce qui est relation avec une base de données. Donc là, REST peut devenir un peu limitant. Donc on a d'autres possibilités. On a GraphQL, où là, on va avoir une architecture d'API qui est beaucoup plus efficace puisqu'elle est adaptable au client et le typage va être connu à l'avance. Mais la contrainte, c'est qu'évidemment, GraphQL, c'est des API qui sont plus complexes à élaborer. Et on a également gRPC, qui est créé par Google, qui est léger et performant. Et en plus, il va permettre un fort typage entre les données parce que le reste, la méthode de communication entre les clients et les serveurs, c'est le JSON ou le XML, même si aujourd'hui, ça reste majoritairement du JSON. Le problème du JSON, c'est que je ne peux pas savoir si un nombre, c'est un nombre entier ou à virgule s'il n'y a pas la virgule. Et ça, dans certains programmes, je ne peux pas, par exemple, efficacement convertir un entier en double ou inversement. Donc, des fois, les conversions peuvent poser problème. On a surtout ce problème-là quand on parle de la date, par exemple. Les dates, c'est un vrai problème avec le JSON parce qu'on n'a pas forcément de format. Ça peut être du timestamp, ça peut être du ISO format, ça peut être de plein de formats différents. Et là, le problème du reste, c'est qu'il faut, entre guillemets, faire confiance un petit peu à ce qu'on reçoit. Et donc, gRPC vient pallier ça. Alors, si l'on revient pour les modèles. Pour les modèles de machine learning, et là, je ne parle pas pour les API de manière générale, vraiment les API pour les modèles de machine learning, la référence aujourd'hui, c'est d'utiliser du REST. Puisque GraphQL, ça marche bien, mais c'est beaucoup trop par rapport à ce qu'on a besoin. C'est vraiment prendre une tronçonneuse pour couper une feuille de papier. Et gRPC,
c'est pertinent, mais le problème de gRPC, c'est qu'il faut s'adapter à chaque client. C'est-à-dire que pour le coup, il faut faire des interfaces si vous avez un client mobile, web ou autre. Donc gRPC, c'est intéressant si vous avez des modèles utilisés uniquement dans votre infrastructure. C'est-à-dire que si jamais votre modèle n'est pas exposé directement à des personnes, mais c'est des services dans votre infrastructure qui vont utiliser leur propre modèle, dans ce cas, gRPC peut être intéressant. Mais dans la plupart des cas, donc si je reprends typiquement l'exemple où on va traduire du texte en prenant une photo, on est sur un cadre classique, donc on peut choisir du REST. Et ça tombe bien parce que REST, pour le coup, on connaît un peu déjà, sans s'en rendre compte, et c'est assez facile à mettre en place. Donc REST, comme je l'ai dit, c'est l'une des architectures API les plus utilisées. Et le point essentiel dans les API REST, c'est qu'elles sont constituées de ce qu'on appelle des routes. Et sur chaque route, nous allons utiliser des verbes d'action. Donc, il faut vraiment visualiser une API REST sous forme d'arbre. En fait, moi, je vais construire ce que j'appelle des routes, comme on peut le voir ici. Ça va concerner, par exemple, des actions que je peux faire pour un profil utilisateur sur une plateforme web. Donc, sur cet utilisateur, donc si je me connecte en tant qu'utilisateur, je peux voir mon profil, je peux mettre à jour mon profil, donc nom, prénom, adresse mail. Je peux également modifier ma photo, modifier mon mot de passe, etc. Du coup, je vais avoir une route générale qui va s'appeler Profile, qui va me donner les informations générales du profil. Et sur cette route, je vais avoir deux verbes ici, par exemple. Un verbe get. Get, ça veut dire je vais récupérer la ressource. Donc, en fait, je vais faire une lecture. Et patch, qui va signifier ici que je vais mettre à jour la ressource. Et en fait, je vais modéliser mon API REST sur ce format-là. C'est-à-dire que je vais imaginer quelles sont les différentes entités sous forme d'arborescence qu'il y a dans mon API REST. Et sur chaque entité, je vais faire des actions, possibles ou pas. Par exemple, je peux des fois supprimer, mais il y a des fois, je vais dire ne pas avoir le droit de supprimer. Et c'est comme ça, en fait, que je vais créer des actions, une interactivité entre mes clients et mon API. Donc, par exemple, si jamais je souhaite ajouter une photo de profil, eh ben, je vais faire une requête post, parce que post, en général, en API REST, ça veut dire créer une ressource, sur la route qui va s'appeler profile picture. Et du coup, même sans, juste en devinant, sans avoir de description, en faisant un post, ça veut dire créer une ressource, profile picture, on comprend en fait ici que je vais créer une photo de profil. Et du coup, l'équivalent pour supprimer, bah, c'est le delete, toujours sur la même route. Donc sur une API REST, on a deux choses. On a le verbe d'action qui précise l'action qu'on va mettre en place, c'est ce qu'on va créer, modifier, supprimer, et la route qui va en fait rediriger concrètement vers quel code je vais exécuter. Donc je vais avoir par exemple un code Python ou un code Java, n'importe quel code qui va être spécifique à cette route-là. Et quand je ferai un post sur cette route-là ou un delete sur cette route-là, eh bien ça va déclencher un code dans le langage de programmation que je préfère, puisque les API REST sont assez, il y a beaucoup d'implémentations dans beaucoup de langages, ça va exécuter le code correspondant. Donc, par exemple, ici, pour récapituler, la route /profile_picture va agir sur l'entité qui correspond à l'avatar d'un utilisateur. Donc, la requête get sur cette même route va télécharger l'avatar, donc la photo de profil. La requête post va créer ou modifier la photo de profil. Delete va la supprimer, etc. Du coup, on va utiliser cette API REST parce que, comme on peut le voir, c'est assez facile à mettre en place et surtout que c'est très parlant. Juste avec l'URL, on peut y avoir accès. Parce que moi, si jamais j'ai mon serveur, par exemple, qui est sur l'adresse monserveur.com, bah, je peux faire un get ou un post sur monserveur.com /profile/picture. Et donc, je vais directement accéder à cette route avec le verbe d'action et ça va directement faire un calcul sur mon serveur, donc en l'occurrence, un calcul que je vais moi-même définir. Et du coup, si maintenant je mets un modèle de machine learning, un predict derrière cette route, eh bien, ça sera la même chose. Je pourrais créer une route /predict qui va faire une prédiction et qui va me renvoyer la réponse au client. Et c'est tout l'intérêt ici de créer une API sous Python. Parce que tous nos modèles de machine learning, en tout cas la plupart, sont faits en Python. Et du coup, on aurait tout intérêt à créer une API REST avec du Python. Et là encore, vous avez le choix. Mais heureusement, très souvent, on va se diriger vers qu'une des possibilités. Sous Python, il y a concrètement trois gros frameworks, trois grosses librairies pour faire des API REST. Vous avez Django, peut-être que vous avez déjà entendu parler. Django, c'est une API qui est assez connue, mais qui permet de faire beaucoup de choses comme l'authentification, les plugins, pas forcément adapté pour nous ce qu'on veut faire quand c'est juste de la prédiction. Flask, c'est un framework qui est minimaliste dans le sens où ça fait uniquement le strict nécessaire pour faire une API. Et nous, ça tombe bien parce que quand on fait du machine learning, on n'a pas besoin de tout ce qui est authentification, les plugins, rendu HTML. Nous, on s'en fiche, on veut juste que le modèle retourne des résultats. Donc, pour nous, Flask, ça va être très intéressant parce qu'en plus, il est facile à utiliser.
Et vous avez une dernière, alors j'aime bien la présenter parce que Tornado, en général, personne ne connaît cette API. Et c'est vrai que parce qu'elle est assez particulière, c'est une API asynchrone. Mais en fait, sans se rendre compte, on l'a tous quasiment installé parce qu'avec un Jupyter Notebook, en arrière-plan, c'est un serveur Tornado qui tourne sur notre PC. Donc en fait, quand on installe Jupyter Notebook, chaque notebook, c'est comme un serveur Tornado qui est exécuté. Donc sans s'en rendre compte, on utilise beaucoup ce framework. Mais pour nous, pour revenir au modèle, ce qui va nous intéresser, c'est surtout Flask. Parce que Flask, il est facile à mettre en place, il est rapide, il est performant parce qu'il fait le strict minimum, il n'y a pas de plugin autour, et surtout, il contient des interfaces HTTP prêtes à l'emploi sous Python. Et ça, pour nous, quand on est data scientist et pas développeur, bah, ça tombe bien parce qu'on n'a pas envie de passer du temps à se prendre la tête sur comment créer une API. Parce que quand on crée une API, on va dire avec des API comme Django ou Tornado, il faut penser à beaucoup de choses sur les headers, les cross-origins, les content types. Pas forcément envie de parler de ça quand on veut juste exposer un modèle. Donc, ça tombe bien d'avoir une API un framework comme Flask qui va nous permettre de créer une API très facilement. Donc, ça reprend les points importants pour Flask. C'est léger et ça s'exécute avec peu de dépendance, très rapide à mettre en place. Et la fameuse interface pour exposer directement en HTTP. Et la dernière question qu'on va se poser, maintenant que j'ai mon API, donc j'ai un code qui est tout prêt, je sais comment exécuter cette API. La dernière question, c'est où est-ce que j'exécute? Et là encore, vous avez le choix. Soit vous l'exécutez sur un serveur que vous allez vous-même construire. Donc ça, c'est facile à mettre en place, mais c'est compliqué à automatiser, c'est pas scalable. C'est-à-dire que un serveur qui a 10 ou 10 000 requêtes, il sera de la même taille. Donc votre modèle, il ne va pas s'adapter s'il y a beaucoup de demandes. Et en plus, si votre serveur il plante, votre modèle, il n'existe plus. Enfin, c'est pas il n'existe plus, mais en tout cas, vous ne pouvez plus servir votre API. Et ça, c'est un peu problématique. Donc on se dirige vers deux autres solutions. Typiquement, nous, c'est ce qu'on va faire le serverless. Le gros avantage du serverless, c'est que c'est facile à mettre en place. C'est pas très cher parce qu'on ne paye que ce qu'on consomme, c'est-à-dire qu'on paye que uniquement les prédictions du modèle. On ne paye pas le temps d'exécution 24 heures sur 24. Et ensuite, on peut l'automatiser facilement. Et nous, on utilisera un service qui est serverless, qui est assez connu, qui s'appelle HeroQ, qui fonctionne très très bien. Et la dernière solution, mais là, c'est un peu plus technique, il y a un peu plus de challenge, c'est les conteneurs. Là, les conteneurs, ça va être hautement scalable, ça va être automatisable facilement. Et une plateforme, peut-être qu'un jour, on fera sûrement un workshop dessus, qu'on ne présente plus, une plateforme d'orchestration de conteneurs qui s'appelle Kubernetes, qui est aujourd'hui la référence parce que vous pouvez avoir littéralement des milliers de gigaoctets de processeurs en parallèle pour tout ça. Donc, c'est vraiment des capacités à faire. Et là, je vois dans les commentaires, en effet, je n'en ai pas parlé, mais ça commence à venir, FastAPI. Ça commence à venir de plus en plus, justement, vraiment pensé pour les modèles de machine learning, puisque par rapport à ce qu'on a présenté ici, les trois présentés, c'est des frameworks pour créer des API de manière générale, pas uniquement pour le machine learning. C'est-à-dire que je peux créer mon API Flask pour un autre besoin et pas forcément pour du machine learning. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, la seule possibilité, c'était plutôt le plus adapté, c'était Flask, parce que c'était le plus facile et le plus simple à mettre en place. Par contre, FastAPI, c'est vrai qu'il commence à être de plus en plus présent, et surtout, lui, il a l'avantage d'être aussi simple que Flask, mais qui présente plein d'avantages, comme l'asynchrone, les plugins qu'on peut mettre avec, et surtout, le déploiement est assez facile. Donc, il intègre notamment les avantages de Flask et les avantages des plus gros comme Tornado et Django, sans avoir la complexité qu'il y a. Parce que pour le coup, créer un framework, créer une API Django ou Tornado, c'est un peu plus technique. Donc, c'est vrai que tout ça, c'est des choses qui peuvent se mettre en place, et peut-être que dans 3-4 ans, la norme aura changé, et peut-être que ce ne sera plus Flask, mais FastAPI, voire un autre. Ok, donc moi, ce que je vous propose, c'est que maintenant qu'on a vu globalement comment fonctionnent les API, c'est d'en créer une, puisque vous avez tout à fait raison de ne pas me croire sur parole quand je vous dis que c'est facile à faire. Donc, autant nous-mêmes avoir notre propre code, notre propre API. Alors, ce que je vais vous partager, c'est un notebook où on va construire un modèle. Alors, dans ce notebook, tout le code est déjà fait. Le but, c'est simplement de prendre un exemple. Évidemment, je ne vais pas expliquer ici comment on construit le modèle parce que tout est détaillé ici et notre objectif là, ce n'est pas vraiment de construire un modèle, mais c'est surtout d'avoir un modèle prêt à l'emploi et de créer l'API. C'est ça qui est important. Ça va être l'API qu'on va créer. Donc, je vais vous partager le lien. Ce lien, vous pourrez l'utiliser en lecture seule. À partir du moment où vous avez un compte Google, vous allez pouvoir l'utiliser. Donc, je vais vous envoyer ce lien sur le chat. Donc, quand vous allez ouvrir ce lien, vous allez avoir un notebook de Google Colab
Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, si vous connaissez déjà Jupyter, eh bien Google Colab, c'est un Jupyter, mais à la sauce Google, puisque là, c'est Google qui vous offre, entre guillemets, de la puissance de calcul sur leur cloud, sur leur infrastructure. Donc, pour pouvoir exécuter vous-même les cellules, vous devez d'abord l'avoir en local, puisque ici, c'est en lecture seule que je vous propose. Donc, vous devez créer une copie en votre local. Donc, quand vous allez cliquer sur le bouton en haut à droite « Connecter », ça va vous demander si vous voulez créer une copie en local. Du coup, oui, pour pouvoir l'exécuter. Et après, une fois que vous serez connecté, eh bien, comme sur un Jupyter Notebook, vous pouvez exécuter les cellules. Et vous avez un explorateur de fichiers à gauche qui vous permet de voir vos fichiers qui sont présents. Donc là, par exemple, je viens de télécharger des données, cars.csv. Et donc, dans ce jeu de données, ce qu'on a, c'est assez simple. Comme un modèle, n'importe quel modèle scikit-learn, c'est qu'on va construire un random forest, puisque nous, on cherche à prédire le prix de vente d'une voiture neuve en fonction de ses caractéristiques. Donc, de sa marque, du nombre de portes, la largeur du coffre, le volumétrie, etc. Donc, plein d'informations. Et nous, évidemment, ça va être un modèle un peu classique, mais qu'on rencontre très fréquemment avec scikit-learn pour pouvoir le faire. Et du coup, l'avantage ici, c'est que ce que je vais présenter, ça va marcher pour n'importe quel modèle de scikit-learn. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas Random Forest, mais si vous changez les jeux de données et que vous prenez un autre modèle, l'API sera la même. Donc nous, on a notre jeu de données ici, et on va appliquer, comme tout bon data scientist, on va appliquer des transformations. On va nettoyer le jeu de données. Donc typiquement, là, je vais modifier quelques noms de colonnes. Donc, on va se rendre compte qu'il y a certaines occurrences qui sont en doublon. Donc il y a par exemple deux mots qui sont différents, mais qui concernent la même voiture. Typiquement, deux compagnies différentes. Ici, on a Porsche, par exemple, avec un H et un C qui ne sont pas à la bon endroit. On a Toyota pour Toyota. Donc, vous voyez qu'on a quelques exemples de données légèrement qui sont un petit peu erronées. Donc, on les corrige manuellement, ces quelques lignes, ce qui va à la fin nous permettre d'obtenir, par exemple, le nom des marques. Parce que ici, les marques de voitures, évidemment, ce n'est pas une donnée que je peux envoyer en tant que telle à mon modèle. Il faut que je l'encode. Donc, typiquement, que je sois capable de dire Alfa Romeo, c'est la voiture de type 0, Audi, c'est la voiture de type 1, BMW type 2, etc. Parce que mon modèle Random Forest, ou n'importe, les modèles ont besoin d'avoir que des valeurs numériques. Donc, je vérifie si je n'ai pas de doublon. Ensuite, je fais des calculs. Donc, je vais convertir le prix en entier. Moi, ce que je vais chercher à savoir également, c'est est-ce qu'on est capable de connaître le prix moyen par marque de voiture? Est-ce que les BMW, en moyenne, c'est du 20 000, du 30 000, du 40 000 euros? Est-ce que c'est pareil pour Chevrolet ou Honda? Le but de faire ça, c'est toujours dans l'optique d'apporter de nouvelles variables explicatives à mon modèle pour qu'il ait de bonnes performances. Et là, ce qui est important, c'est qu'en fait, je vais enregistrer certaines étapes, notamment certains data frames. Alors, vous allez peut-être me dire pourquoi ce que je fais. Si vous regardez bien, du coup, mon average price, c'est un data frame avec une seule colonne, où en fait, on a le prix moyen par marque de voiture. Et là, vous allez me dire pourquoi je fais ça. Mais en fait, il y a une raison qui est très importante, c'est que si on revient sur les diapos, ce que j'avais dit dans la partie de production, c'est qu'on a besoin de faire en sorte que les traitements et les transformations soient identiques sur la phase de déploiement et sur la phase d'expérimentation. Donc, lorsque je vais déterminer le prix moyen pour ma voiture, il faut que ce prix moyen soit également présent sur l'API. Parce que du coup, quand je vais transformer mon jeu de données et que je vais calculer la variable average price, est-ce que c'est une voiture qui est pas chère, moyennement chère ou très chère, eh bien, je vais avoir besoin de cette information de prix moyen par voiture. Parce que quand je veux avoir des données à prédire en production, ça, je ne vais pas le savoir, cette information. Je vais juste avoir une voiture, c'est telle ou telle marque, mais il faut d'ailleurs que je sois capable de dire, telle marque, je sais que le prix moyen, c'est 10 000 euros, 20 000, 30 000. Si je ne suis pas capable de le faire, c'est compliqué, parce qu'en fait, je serais incapable de construire cette variable explicative de prix moyen, et donc incapable de faire une prédiction. Donc, je fais ces calculs, et à la fin, je récupère ce primary, donc ce jeu de données intermédiaire, qui est, on va dire, prêt à encodage. Donc là, je l'ai transformé et pas encore encodé, parce qu'on peut le voir qu'on a des variables encore qui sont qualitatives. Donc ensuite, je vais encoder mes variables au format one-hot, comme on peut le voir ici. Et dans le format one-hot, là, je vais transformer chaque variable qualitative en plusieurs variables binaires, 1 ou 0, est-ce que telle modalité est présente ou non sur la variable. Et donc là, je me retrouve avec plusieurs encodages one-hot, avec des 1 et des 0. Donc là, j'entraîne mon modèle, classiquement. Je fais ma séparation X-train, X-test, parce que j'ai un random forest, donc potentiellement du surapprentissage.
Je calcule mes colonnes, je construis mon modèle. Donc là, je prends évidemment des valeurs un petit peu arbitraires. Je prends 400 arbres. Chaque arbre a une profondeur maximale de 12. Je prends que 80% d'observations par arbre. Je laisse l'algorithme choisir automatiquement le nombre de variables pour chaque arbre. Donc ça, je laisse un peu les valeurs arbitraires, parce que là, c'est juste pour tester un modèle. Et j'ai un score de 98,5 sur le trail, très bon score. Le jeu de données est assez facile. Et j'ai un score sur l'ensemble de tests de 91,1%. Ok, donc ça, ici, j'ai un bon modèle. Un modèle qui m'a l'air pas trop mal. Alors bon, en pratique, je devrais faire un peu plus de contrôle, mais ici, on va supposer que le modèle est pas mal, donc on aimerait maintenant l'exposer sur une forme d'API. Donc la première chose, c'est que ce modèle que j'ai entraîné, le Random Forest, il faut que je l'enregistre pour l'utiliser derrière sur un autre serveur, puisqu'évidemment, il ne sera pas exposé ici. Donc je vais utiliser JobLib, qui va me permettre en fait d'enregistrer le modèle au format pickle. Donc le modèle sous forme binaire, ce qui fait que ce fichier, je vais pouvoir l'emmener sur un autre projet et le charger en mémoire comme si c'était un Random Forest que j'avais entraîné sur le même projet. Et donc ça va me permettre en fait de pouvoir envoyer mes modèles sur différents projets. La seule différence, et ça il faut faire attention, c'est pour ça que je mets la version de Python. Il vous faut la bonne version de Python et pas 2 ou 3. Hein. C'est que des fois, si vous êtes sur du 3.8 ou du 3.7, ça peut ne pas marcher. Donc, si vous voulez que le JobLib fonctionne, il faut avoir les mêmes versions de scikit-learn et la même version de Python. Sinon, vous pouvez avoir justement ce genre d'erreur qui apparaît. Donc là, on a notre modèle qui pourrait être prêt. Et le dernier point, c'est que maintenant, il faut qu'on encapsule les transformations. Pourquoi? Parce que moi, en pratique, quand je vais faire une prédiction pour mon modèle, c'est ce genre de données que je vais envoyer à mon API. Mon API, je vais dire, ben voilà, c'est tel ID de voiture, c'est telle marque, elle est au gaz, c'est une aspiration comme ça, elle est convertible, le moteur il est en avant, etc. En fait, je vais donner ces informations. Donc tout ce que je viens de faire ici en termes de nettoyage, transformation, encodage, il faut que je le rapplique pour des nouvelles observations que je vais prédire. Donc en fait, il faut que j'encapsule tous mes codes qu'on voit ici, donc les fameux calculs, les lowers, le remplacement de certaines variables, modification de colonnes, le dummies, donc l'encodage one hot, tout ça, il faut que je le remette dans mon code qui va faire ma transformation. Et donc en fait, c'est ce que je fais ici, c'est que je vais créer une fonction qui s'appelle transform, qui va justement réappliquer ces transformations. Parce que, j'insiste bien dessus, c'est très important. Des fois, c'est pas toujours facile à comprendre, mais il faut vraiment que les transformations que vous appliquez sur vos données, sur votre API, soient les mêmes que celles que vous avez appliquées lors de votre entraînement. Donc, il faut s'assurer que vous avez exactement les mêmes transformations, parce que sinon, vous allez prédire soit quelque chose qui n'est pas vrai, qui est à côté de ce qu'il fallait prédire, ce qui est problématique, ou, dans le pire des cas, ça plante complètement, parce que votre modèle ne reconnaît pas du tout les variables avec lesquelles il s'est entraîné. Donc ça, c'est très important dans les API, de toujours avoir ces mêmes transformations appliquées. Alors, ce n'est pas toujours évident, surtout parce que là, comme vous pouvez le voir, je fais quand même plusieurs choses. Je fais de l'encodage one-hot, je fais de l'encodage par dictionnaire, je fais des transformations. Donc, comment est-ce que je peux faire en sorte d'avoir les mêmes transformations sur mon code API qui est différent de mon code de mon notebook ici? Il y a, grosso modo, 3 solutions. La première, c'est la plus simple, comme celle que je viens de faire, en fait, c'est d'enregistrer certaines informations comme les colonnes à avoir pour les dummies. Typiquement, je vais mettre ici les codages de one-hot que j'avais créés, mettre les prix moyens ou d'autres informations, je vais les stocker en mémoire et en fait, je vais, grosso modo, copier-coller le code entre mes deux plateformes, entre mes deux projets. Ça va marcher. L'autre possibilité, c'est que ce que je viens de faire ici, évidemment, ça marche plutôt bien parce que je n'ai pas trop de lignes de code. Imaginez, j'avais 200 lignes de code de transformation, ça serait compliqué de faire des copier-coller, surtout que des fois, ça ne marcherait pas. Des fois, j'avais besoin de toute base de données pour faire l'encodage, donc je ne peux pas réencoder pareil en API. Des fois, c'est un peu compliqué. Donc, dans cette situation, on a d'autres possibilités. La première, c'est si vous utilisez scikit-learn. Et là, du coup, j'ai un petit article pour vous. C'est d'utiliser les pipelines de scikit-learn. Parce que sous scikit-learn, on peut faire des pipelines de transformation de données. Et ces transformations de données, on a la possibilité de les enregistrer eux aussi au format pickle. C'est quand même assez intéressant. Donc là, je vais vous envoyer un article justement pour voir comment est-ce que vous pourriez le faire si jamais vous avez envie de tester. Donc, il y a une autre possibilité. Donc là, ce n'est pas toujours possible, mais quand on fait du scikit-learn, ça marche assez bien. C'est d'enregistrer en fait le pipeline de transformation de scikit-learn en tant que pickle, au même titre que je pourrais enregistrer un modèle. Et du coup, comme mon modèle, je fais un copier-coller.
mon pipeline de transformation de données, je vais faire un copier-coller sur le projet de l'API. Du coup, je pourrais et le charger comme un modèle et faire un predict, donc un transform, en appliquant tout le pipeline sur mes données. Donc ça va marcher si vous faites du scikit-learn. Et le dernier point, c'est, imaginez, vous avez quelque chose de très complexe. Vous avez un word embedding à Word2Vec, vous avez du Pandas, vous avez du scikit-learn, vous avez autre chose, bref, vous avez plein de librairies pour faire votre encodage. Là, du coup, c'est compliqué. Et la solution la plus efficace, en fait, ça va être de créer vous-même votre propre package, entre guillemets, votre propre package qui va justement faire ce travail de transformation. Et en fait, vous avez la possibilité sous Python de packager votre code. Donc, vous allez créer, entre guillemets, un genre de package juste pour vos transformations. Et du coup, vu que c'est un package Python, vous allez pouvoir faire un pip install sur votre projet qui contient l'API. Alors, c'est un peu plus technique à mettre en place, mais ça a l'avantage d'être beaucoup plus simple parce que plutôt que de faire des copier-coller, des va-et-vient de copier-coller, ce qui n'est pas toujours une bonne pratique, au moins, vous allez avoir votre code de transformation comme un projet Python, comme un package Python, que vous allez après import dans votre autre projet. Et du coup, vous allez importer toutes les fonctionnalités de transformation que vous avez créées. Et ça, à ce jour, c'est une des possibilités qui marche bien quand vous avez plein de méthodes d'encodage qui sont assez différentes. Parce que ce n'est pas toujours évident. Là, ça marche bien parce que je reste sur du Pandas scikit-learn. Donc, on va dire que je ne vais pas trop en dehors des clous. Mais si je commence à rajouter du GainSync pour du word embedding, si je commence à rajouter plein de méthodes d'encodage, ça va être compliqué. Donc là, c'est une très bonne alternative de faire du packaging de projet. Mais évidemment, c'est un peu plus compliqué. Donc là, j'ai tout mon code. Je vais charger un petit échantillon. Là, j'ai tout mon code et en fait, je vais tester est-ce que mon échantillon que j'ai appelé sample, est-ce qu'il est bien transformé? Et du coup, je vais obtenir à la fin l'échantillon psample. Et normalement, il faut que cet échantillon, psample, voilà, il soit du même format que la base d'apprentissage. Donc, typiquement, il faut que j'ai les mêmes colonnes, autant de colonnes. Et si on regarde bien ici, normalement, on a les mêmes colonnes. Donc, on va pouvoir envoyer ce data frame directement pour mon modèle. Donc là, je peux faire un predict. Et du coup, le modèle va me prédire les réponses pour ces observations. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, il faut que tout ça, cette fois-ci, je le mette dans une API. Donc là, en fait, tout le code qui m'intéresse, il est quasiment ici. Et donc tout ça, il faut que je mette dans une API parce que mon modèle, c'est un fichier Pickle, donc il faut juste que je fasse un copier-coller. Et après, là, c'est fait. Et donc c'est là où vous allez voir la puissance de Flask. Donc là, je vais créer un projet. Donc j'ai un projet où j'ai déjà des codes. Tout ce code, je vous l'enverrai. J'ai déjà créé un environnement virtuel. Donc quand je vous enverrai ce code, comment est-ce qu'on peut le tester? C'est assez simple. Normalement, quand je vais vous envoyer ce code, vous n'allez pas avoir ce fichier, ce dossier V11. Donc je vais supprimer, je vais refaire la manipulation. Vous, normalement, quand vous allez avoir ce projet, ce code, vous allez avoir tout ça. Vous allez avoir un dossier data. Dans cette data, vous avez le fameux modèle et vous avez deux informations, les prix moyens par marque et les demi-colles. Donc, c'est les variables, c'est les colonnes qui doivent être initialement remplies de 0 pour l'encodage de hot. Vous avez src, un fichier modèle.py et vous avez ensuite d'autres fichiers. Donc, le a.py, c'est notre fameux serveur Flask. Vous allez voir que vous avez vu que ce n'est pas très long. Et ensuite, on a des fichiers donc, de configuration. On a du runtime. Runtime et procfile, ça, c'est pour HeroQ, c'est pour le serveur. Et un requirement. Et dans ce requirement, vous avez les dépendances qui sont nécessaires. Ça, c'est important, c'est indispensable parce que quand vous déployez votre API quelque part, il faut faire en sorte que les packages que vous avez utilisés sont identiques. Et la meilleure façon de le faire, c'est dans un fichier qu'on appelle requirements.txt, de mettre les packages qui doivent être installés avec leur version associée. Et ça, c'est très important, les versions, parce que si vous ne mettez pas les mêmes versions, il se peut que la nouvelle version de Flask ne soit pas compatible avec cette version qui est plus ancienne, etc. Donc, ça peut être compliqué. Donc, quand vous faites des packaging de projets, toujours vous assurez que vous avez bien mis les dépendances avec leur version nécessaire. Donc, par exemple, ici, comment je démarre mon projet? Je vais créer un environnement virtuel avec cette commande. Vous voyez, là, ça m'a créé un dossier V11. Je vais me mettre dans ce dossier. Alors, pour se mettre dans ce dossier, si vous êtes sur Mac ou Linux, vous pouvez faire un source v11 bin activate. Si vous êtes sur Windows, là, du coup, il faut vous taper dir. En tapant dir, vous allez avoir le chemin d'accès au fichier. Et du coup, vous tapez c//
users, etc. En fait, vous tapez le nom complet et à la fin, vous faites un source tiré, donc votre environnement, activate.bat. Et donc là, c'est le même principe sur Windows, ça va vous activer l'environnement virtuel. Et l'intérêt de l'environnement virtuel, c'est que je vais installer des packages, non pas sur mon système, mais uniquement dans le V11, donc uniquement pour ce projet. Ce qui fait que je ne vais pas perturber avec des versions différentes sur mon système. Je vais laisser mon système neutre. Par contre, dans ce projet, je vais installer dans l'environnement virtuel les packages que j'ai mentionnés ici. Donc là, je vais faire un pip install air requirements. En fait, je vais dire, tu m'installes tous les packages avec les bonnes versions qui sont écrites ici. Et vous voyez, c'est ce qu'il le fait. Il récupère le Flask version 1.1.2, Pandas version 1.2.4, etc. Si on regarde bien, dans mon fichier a.py, c'est là où je vais créer mon API. En fait, je vais importer Pandas parce que j'en ai besoin. Je vais importer des objets de Flask parce que c'est ce qui va me permettre de créer mon API. Et sur src.model, donc le fichier qui est ici, je vais avoir deux fonctions, mais j'y reviendrai après. Et en fait, là, je vais créer mon API app égale Flask name. Donc là, je crée mon API. Et là, si vous regardez, c'est très simple. Par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur les API REST, j'ai des fonctions. En l'occurrence, j'en ai deux, route home et route predict. Et à chaque fonction, je vais appliquer un décorateur de fonction, app.route, dans lequel je vais mettre la fameuse route. Donc là, comment est-ce que je vais exécuter cette fonction, par quelle route HTTP je vais exécuter cette fonction, et la méthode qui est associée. Donc, si je fais un route/easy sur cette méthode, en fait, je vais simplement retourner OK avec un code 200. 200, ça veut dire que tout s'est bien passé. Et là, je vais avoir une autre route, cette fois-ci quand je fais un /predict, qui va devoir être au format post d'API REST. Et du coup, ici, je vais pouvoir faire un body égale request.json. Donc, je vais récupérer le corps de la requête. Je vais construire le data frame qui va être envoyé au format JSON. Et je vais faire ma prédiction. Alors, pour vous visualiser un peu à quoi ça ressemble, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout cette partie-là. Parce que c'est justement ici que je vais faire en fait ma prédiction. Si vous regardez bien, dans mon résultat, je vais retourner les prix, prices, sous forme d'unité. Donc, je vais appliquer la fonction predict qui est codée dans le fichier model.py. Et pour vous montrer, je vais exécuter l'API. Donc là, vous voyez qu'elle s'exécute. Donc, elle me donne l'adresse. Pour l'instant, cette API est exécutée sur mon PC. Donc, je peux y accéder que depuis mon PC. Et là, j'ai l'adresse 127.0.0.1 2.5000. Donc, moi, je peux tout à fait ouvrir un nouvel onglet. 2.5000. Et là, vous voyez que j'ai le OK qui apparaît. Donc, en fait, mon API, elle fonctionne bien. Mais évidemment, pour l'instant, elle fonctionne en local. Elle n'est pas sur un serveur. Mais tout l'intérêt, c'est qu'après ça, je le mette sur un serveur. Parce que là, il n'y a que mon PC. L'adresse 127.0.0.1, c'est ce qu'on appelle l'adresse localhost, et il n'y a que mon PC qui peut y accéder. Alors maintenant, ce qui va nous être intéressant, c'est justement cette fameuse route predict. Parce que là, si je fais un predict, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai fait un get sur la route slash, donc ça marche bien. Mais si je fais un predict, il me dit méthode non autorisée. Normal, parce que sur Google Chrome, quand je rentre le lien URL, ça fait un get par défaut. Or, moi, je veux un post. Donc moi, si vous voulez faire un post, il faudrait que je fasse justement, j'utilise par exemple la librairie request au Python, et que je fasse request.post avec l'adresse, le nom de l'URL, plus la route predict. Sauf que là, je ne peux pas le faire ici. Parce que regardez, si je le fais ici, en fait, ce notebook, il n'est pas sur mon PC, il est sur un serveur dans le cloud. Donc ce notebook ne peut pas accéder à mon API. Il faudra donc que cette API, je la déploie sur un serveur. Et c'est ce qu'on va faire juste après. Mais avant, on va juste regarder précisément ces deux fonctions que j'ai chargées du modèle. Dans le fichier src-model.py, justement, alors je vais terminer mon API et je vais baisser, eh bien, je retrouve en fait tout le code que j'avais mis dans le notebook. Si vous regardez bien, tout ce code qui est ici, hop, donc le fameux code qui va transformer les données, il est simplement là. Donc, je le retrouve ici. Donc, c'est rien d'autre qu'un copier-coller en fait que j'ai fait de mon notebook. Donc, si ça marche dans le notebook et que j'ai les fichiers dans mon data, que je vous donnerai également, en théorie, ça devrait fonctionner ici. Donc, je peux faire un copier-coller de mon code. Et je vais d'abord avoir une fonction où je vais charger ces fameux fichiers. Je vais avoir trois variables, modèle, les prix moyens et ce que j'appelle les dummies. Donc, c'est les fameuses colonnes qui doivent être remplies de 0 par défaut. Je vais avoir ma fonction transform qui va, comme son nom l'indique, transformer le jeu de données. Et ensuite, je vais avoir mon predict. Et predict, c'est
je pense que ça parle de soi-même, c'est qu'on récupère la variable modèle qui a été chargée par défaut ici, et je fais un modèle.predict en appliquant évidemment au préalable la transformation sur les données que je vais fournir en entrée. Donc en fait, quand je fais un predict, cette fonction va être appelée par ma route predict que je peux voir ici. Donc en fait, notre API, elle est quasiment prête. La dernière chose, c'est de savoir sur quoi est-ce que je vais exécuter mon API. Alors, si vous voulez tester votre API, aujourd'hui, une des meilleures manières, c'est de le faire en serverless. Et vous avez un site web qui est super bien, qui s'appelle Heroku. Peut-être que vous connaissez déjà. Et Heroku, c'est un service qui vous permet de créer des applications serverless dans n'importe quel langage, Python, Node, etc. Et pour nous, c'est très facile parce qu'on a besoin de spécifier que deux choses. Vous avez besoin de spécifier simplement un procfile. C'est ce qu'on appelle le fichier de démarrage. Donc là, j'ai besoin de ce qu'on appelle gunicorn. C'est ce qui va m'exécuter mon API. Et là, je dois mettre le nom du fichier app et la variable Flask. Donc là, elle porte le même nom. Vous voyez que j'ai le fichier app et la variable s'appelle app. Et ensuite, dans le runtime, vous devez mettre la bonne version de Python. Si vous regardez bien, mon modèle, je l'ai entraîné avec du Python 3.7.10. Donc, il faut garder la même version de Python dans mon runtime, donc 3.7.10. Et à partir de ça, je vais pouvoir créer mon application. Comment je fais? Eh bien là, du coup, il faut avoir au préalable le client Heroku. Donc là, vous pouvez regarder sur Internet, je vous envoie le lien. Heroku installe client. C'est assez facile hein, si vous êtes sur Windows ou Mac. Alors là, je vois une très bonne, je vois que plusieurs en parlent justement dans le chat. Le pip freeze, c'est vrai que, comme dit Raphaël, le problème du pip freeze, c'est que vous allez mettre toutes des sous-dépendances que vous n'avez pas forcément besoin. Donc c'est vrai que des fois, il vaut mieux mettre le requirements à la main que des fois le pip freeze qui, pour le coup, peut vous mettre des sous-dépendances qui ne sont pas toujours pertinentes. Mais en pratique, les deux vont fonctionner. Donc là, je vous ai envoyé un lien pour installer Heroku de votre côté. Donc vous pouvez vous créer un compte, c'est gratuit. C'est pas payant, c'est gratuit. Une fois que vous avez créé un compte Heroku, vous pouvez installer le client. Donc là, c'est assez facile. Vous pouvez le faire sur Mac, Ubuntu ou Windows. Et ensuite, moi, je vais me loguer. En fait, je vais me faire un login. En faisant un login, il va m'ouvrir une page web. Voilà. Il faut que je mette mon... j'étais déjà logué, mais il faut que je mette mon adresse mail et mon mot de passe. Hop. Et il va me dire, OK, vous êtes bien logué. Super. Donc moi, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Je dois déjà créer un dépôt Git. OK, je crée un dépôt Git. J'ajoute mes fichiers. Donc là, ça va ajouter tous mes fichiers, sauf ceux qui sont spécifiés dans le point gitignore. Je mets mon premier commit. Je vais mettre mon premier commit. Et ensuite, je vais faire un Heroku create. Et en fait, là, je vais créer un projet Heroku. Si vous regardez bien ici, hop, j'ai créé un projet, ça m'a donné un nom par défaut. Ça m'a mis aux États-Unis. Alors après, évidemment, je peux modifier, je peux choisir est-ce que c'est en Europe, en France, etc. Mais il m'a créé en fait un projet ici. Ce projet qui sera accessible à cette URL que je vois ici. Sauf que, évidemment, pour l'instant, je n'ai rien envoyé. Je n'ai rien poussé, donc je n'ai rien push sur cette application. Donc, il ne se passe rien. Et là, pour pousser, c'est très simple. Vous avez une commande à faire. Donc, pour mettre à jour votre application en ligne, votre API, donc pour l'envoyer sur l'application Heroku, donc sur le serveur, simplement git push Heroku master. Et en fait, ça va vous envoyer sur Heroku, ça va envoyer en fait le projet. Et donc là, vous allez voir toutes les étapes qui vont venir petit à petit. Donc là, en fait, il est en train d'installer Python 3 dans l'environnement Heroku. Donc là, tout est en train d'être envoyé sur Heroku. Donc moi, j'ai pas de. Là, c'est plutôt en local. Vous voyez, je peux le voir, c'est buildé sur la plateforme Heroku. Donc c'est du serverless parce que moi, j'ai pas besoin de spécifier. J'ai pas besoin de spécifier tout ça. Il installe les packages, il va zipper tout ça. Bref, il va faire son petit travail. Et derrière, mon API sera accessible toujours à cette adresse IP. Et là, ce qui est intéressant, c'est que cette adresse IP, ou plutôt ce nom de domaine, là, par contre, on pourrait y accéder depuis le notebook, mais même depuis chez vous. C'est-à-dire que si je mets le nom de... Si je vous donne l'URL, vous allez pouvoir, vous aussi, faire des requêtes sur mon API qui tourne à cette adresse. Donc là, vous voyez, il me dit à la fin, hop, c'est done. Donc, il y a 56 mégas. Il l'a launché, donc il l'a déployé ici sur cette adresse IP. Et une fois que ça sera bon, il va me dire OK, simplement. Donc là, je pourrais ensuite requêter, faire des requêtes directement sur cette URL que je peux voir ici.
Et là, si vous regardez bien, si je tourne sur l'URL, il met OK. Donc, comme quand j'avais fait le 127.0.0.1.5000, il me met OK. Et là, évidemment, comme tout à l'heure, si je fais un /predict, il va me dire method not allowed, ce qui est normal. Et du coup, maintenant, si je retourne sur le notebook, je vais pouvoir le faire directement ici. Je vais remplacer le endpoint par l'adresse HeroQ. Je vais juste enlever le predict. Je vais récupérer un échantillon et je vais calculer la prédiction. Et si j'exécute, il m'a calculé la prédiction que j'avais fournie. Et là, pour le coup, tout se fait directement sur mon API qui est sur HeroQ. C'est-à-dire que maintenant, je peux vous faire tester. Je vous envoie l'URL et en fait, vous allez pouvoir faire une prédiction sur le modèle que je viens de déployer sur HeroQ. Vous avez vu comment c'était au final assez simple. Là, je viens de vous envoyer le lien. Et vous voyez qu'en fait, en quelques peut-être pas secondes, mais en quelques minutes, j'ai mis à jour. Et le gros avantage de ça, c'est que je fais une modification. Par exemple, je vais créer une nouvelle route. Je vais appeler cette route coucou. Voilà. Et je vais mettre pareil la méthode get. Du coup, si je veux mettre à jour mon API, il faut juste que je change le nom de la fonction. OK. Donc, si maintenant, je fais un commit, donc je change le contenu, et je refais un git push, là, ça va faire le même principe. Ça va donc me rebuilder l'API, et en quelques secondes, elle sera de nouveau disponible. Et donc, vous voyez, là aussi, l'avantage, c'est que si maintenant, je n'ajoute pas de route, mais que je modifie mon modèle, j'ai juste à modifier mon modèle.pickle qui est ici, si j'ai rentraîné un modèle, et après, j'ai besoin que de faire un seul push à nouveau, et ça va se faire automatiquement. Du coup, plus besoin d'aller directement sur les serveurs manuellement, de modifier. Tout se fait directement, et ça marche très bien. Donc là, j'ai pu déployer une API, et vous avez vu que Flask, au final, si je regarde uniquement ce qui est propre à Flask, il y a une ligne, allez, 2, 3, 4, 5, il y a peut-être 7, 8 lignes maximum dans ce fichier pour faire mon API. Tout le reste, c'est géré par Flask. Donc c'est pour ça, quand on disait que Flask, c'est minimaliste, c'est que ce framework fait le strict minimum, c'est-à-dire construire une API. Tout le reste, c'est géré automatiquement par Flask. Et évidemment, c'est l'intérêt pour nous en tant que data scientist ou data engineer, c'est qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête sur toutes les considérations techniques qui peuvent être compliquées quand on fait des API. Donc là, maintenant, mon API se développe. Si maintenant, je requête à nouveau, donc là, elle va se rebuilder elle va se redéployer très bientôt. La nouvelle route que j'ai fait, la nouvelle route API que j'ai ajoutée ici, coucou, elle va se remettre, en théorie, directement ici. Donc, il faut juste attendre qu'elle se relance. Ça prend quelques petites secondes. Et voilà, j'ai ma mise à jour qui a été effectuée. Donc, ça fonctionne super bien. Donc là, maintenant, ça, je l'ai fait pour notre API, pour notre modèle de scikit-learn, mais en théorie, ça pourrait être pour n'importe quel modèle scikit-learn, et même des modèles après XGBoost, XGBoost, ça peut être même TensorFlow, PyTorch. Pour n'importe quel modèle, ça fonctionnera. Ce qui va juste changer, c'est comment vous allez transformer vos jeux de données. Donc, en fait, la seule chose qui va changer, on va dire que c'est plutôt cette partie-là, de transformation. Tout le reste, à part les versions que vous allez mettre, ça ne va pas changer parce que ce sera un peu le même principe. Donc, vous avez vu maintenant, j'espère que je vous ai convaincu qu'une API en Python, ce n'est pas si compliqué et qu'une fois qu'on a le code qui est utilisé, après, ça se déploie très facilement. Alors, je pense que je crois voir que vous avez plusieurs questions. Alors, je vais y répondre. Donc, alors oui, les workshops sont enregistrés, donc évidemment, vous pourrez les voir en replay. Comment on gère les cas où le modèle de données envoyé à l'API a changé, si on ajoute une nouvelle colonne, par exemple? Justement, c'est une bonne question, et c'est vrai que si jamais on modifie l'API, donc l'API ou le modèle, si on modifie un des deux, il faut, comme j'ai fait, il faut modifier le code. Donc typiquement, si tu rajoutes une colonne, ça veut dire que non seulement il faut modifier la transformation des données, donc il faut modifier cette portion-là, mais il faut également modifier le modèle, parce que le modèle, du coup, il s'est entraîné avec une nouvelle colonne. Donc, le modèle que tu vas créer dans ton notebook, il faut que tu le mettes à jour au format Pickle dans ton API ici, parce que du coup, ça sera l'ancien modèle, et il faudra l'écraser ce fichier pour que ce soit le nouveau modèle au format Pickle que tu as entraîné.
Alors, quelles sont les différences entre le online learning et le offline learning? Quels sont les outils d'online learning? Alors ça, c'est vrai que c'est un sujet, on en parle un peu beaucoup. Nous, ce qu'on a fait ici, c'est ce qu'on appelle le l'offline learning. Pourquoi le l'offline learning? Parce qu'en fait, on avait un jeu de données brut, pas en temps réel, on avait un jeu de données qu'on a à disposition et on entraîne un modèle. Donc en fait, dès qu'on veut mettre à jour le modèle, il faut prendre un jeu de données et à chaque fois le réentraîner. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du offline ou par batch. Et du coup, on a aussi ce qu'on appelle le online learning. Et en fait, la grosse différence avec le online learning, c'est qu'on va apprendre le modèle petit à petit. C'est-à-dire, on va non pas lui donner un jeu de données d'un coup, mais en fait, on va lui donner des observations une à une, et il va en fait s'optimiser, se calibrer, observation par observation. Donc, on utilise beaucoup de l'online learning, par exemple, sur les modèles de publicité. Parce que, par exemple, comment savoir si une publicité fonctionne tant que vous ne l'avez pas testée? Vous ne pouvez pas savoir. Donc, dans ce cadre-là, c'est du online learning, par exemple. On a également des modèles statistiques. Peut-être que vous avez entendu parler de ce qu'on appelle le bandit manchot. Ce sont des algorithmes qui utilisent justement le online learning parce qu'on n'a pas accès à toutes les données, mais on a accès à donnée par donnée. Typiquement, le online learning, elle fonctionne bien quand chaque récupération d'une observation, elle a un coût. Par exemple, pour la publicité, vous êtes obligé de montrer la publicité, et évidemment, à chaque fois que quelqu'un clique, ça vous donne une observation, mais ça vous coûte également de l'argent, parce que sur Internet, chaque publicité a ce qu'on appelle un coût par clic. Donc, c'est intéressant le online learning quand vous n'avez pas à disposition beaucoup de données, et que chaque donnée, en fait, elle est précieuse, chaque observation est précieuse. Donc là, vous êtes obligé de vous optimiser, en fait, le plus justement possible avec ce que vous avez. Mais nous, dans notre cas, on a déjà des voitures, donc on n'a pas besoin du online learning. Mais c'est des sujets qui sont intéressants parce que, pour le coup, il y a plein de cas d'application où on se pose la question, est-ce qu'il vaut mieux faire du online ou du offline? Alors, est-ce que Flask fait de l'asynchrone pour des modèles demandant de grosses ressources? A-t-on la possibilité de faire du multi-threading via l'API? Alors, Flask ne fait pas d'asynchrone. Du coup, si vous voulez faire de l'asynchrone, il faut soit utiliser du Tornado, ce qui vous permettra de faire du asynchrone, ou alors, dans ce cas-là, si jamais vous avez des grosses charges de travail, c'est bien de faire de l'équilibrage de charges horizontal. C'est-à-dire que vous n'avez pas un serveur qui contient l'API, mais plusieurs serveurs auxquels vous placez en frontal un équilibreur de charge. L'avantage de faire ça, c'est que vous allez avoir plusieurs serveurs. Donc, en fait, vous allez avoir non pas 6 ou 12 gigas, mais 12 x 3, x 4, x 5 gigas de mémoire à disposition au total. Du coup, vous allez répartir la charge de travail, non pas sur un seul serveur, mais sur plusieurs serveurs qui seraient mis en parallèle. Donc, si jamais vous avez typiquement des réseaux de neurones, un réseau de neurones assez lourd comme par exemple le traitement d'image, là, on se doute bien que sur un seul ordinateur, ça ne fonctionnera pas. Il vous faudra plusieurs serveurs en parallèle parce qu'une image, même si ça met une seconde, imaginez vous avez 2 requêtes à la seconde, bah, à chaque fois, vous allez accumuler un retard parce que vous avez beaucoup plus de requêtes par rapport aux ressources que vous avez. Donc, il faudra sûrement avoir des serveurs en parallèle. Alors, as-tu des ressources en ligne à nous conseiller pour continuer de creuser le sujet? Typiquement, un déploiement d'API en Docker. Alors, Docker, c'est vrai que j'en parle pas, mais c'est un peu l'étape suivante. C'est-à-dire que maintenant qu'on a fait notre modèle, après, l'étape suivante, ce serait de containeriser notre application dans une image Docker. Et ça, évidemment, ça nous prendrait un peu de temps. Alors, si jamais vous voulez déployer sur du Docker, moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder un petit peu Flask with Docker, par exemple. Vous avez justement des templates, DigitalOcean vous propose des templates sur comment est-ce que vous pouvez containeriser votre application Flask. Et l'avantage du conteneur, c'est que ça s'exécute à peu près partout. Sur AWS, vous avez Elastic, vous avez Fargate. C'est le service qui vous permet d'exécuter des conteneurs en serverless sur AWS. Sur Google Cloud Platform, vous avez Cloud Run, qui vous permet d'exécuter des conteneurs pareils en serverless, mais chez Google. En fait, vous avez plein de services. Du coup, si jamais vous voulez vraiment regarder ça, moi, je vous conseille de regarder du côté des services de Amazon, Azure et Google sur l'exécution de conteneurs en serverless. Parce que pour le coup, c'est assez intéressant. Et je dirais qu'après, l'étape suivante, c'est Kubernetes, mais Kubernetes, au début, ça peut être un peu compliqué. Donc déjà, le serverless avec les conteneurs, et ensuite, si on est à l'aise, là, on peut se diriger vers du Kubernetes, qui est orienté pour les très grosses charges de travail. Alors, quels outils pour monitorer les prédictions du modèle afin de vérifier et diagnostiquer à l'avance un potentiel shift de données? On problème avec les modèles en lui-même. Alors, il y a 2 petites choses. Déjà, quand on déploie un modèle, avant de déployer, il faut faire des tests. Les tests unitaires, c'est-à-dire vérifier que le code fonctionne bien, et également ce qu'on appelle les tests de modèle. Les tests d'invariance, de régularité. Est-ce que si j'applique une perturbation epsilon sur mes données, est-ce que le modèle il prédit tout le temps pareil? Ou à l'inverse, est-ce qu'il est très irrégulier?
Donc ça, c'est des choses qu'on fait au préalable. Et ensuite, une fois qu'on est en production, le modèle, évidemment, il a été entraîné à une date T, ce qui fait que plus la date avance, si votre phénomène il a une tendance temporelle, bah, plus votre modèle il est un peu trop ancien. Et du coup, il y a ce qu'on appelle la dérive de modèle, c'est-à-dire que votre modèle il commence en fait à être plus en raccord temporellement avec votre phénomène. Du coup, dans ces situations-là, il faut réentraîner le modèle avec des données fraîches. Mais comment est-ce qu'on détecte justement, c'est la question, comment est-ce qu'on détecte si jamais le modèle il en dérive? Bah, ça, pour le coup, on a des outils. Typiquement, un des outils qu'on utilise, c'est Elasticsearch. Ce que votre modèle prédit, il faut toujours le conserver. Parce que derrière, ça vous permet a posteriori de vérifier si votre modèle ne prédit pas n'importe quoi. Et donc ça, en général, dans les systèmes de log, vous en avez une suite qui est bien connue, c'est la suite ELK. C'est la suite Elasticsearch, Logstash et Kibana qui vous permet justement de centraliser les logs, aussi bien pour des API, donc pour une API Flask par exemple, que pour les prédictions du modèle. Donc à terme, ça vous permet après de voir qu'est-ce que le modèle a prédit. Donc typiquement, il y a quelque chose que vous pouvez faire, c'est vous pouvez typiquement toutes les semaines, tous les jours, faire votre test, c'est-à-dire que vous faites un X-train, un X-test, Y-test sur votre modèle, vous lui envoyez un X-test et vous comparez avec un Y-test que vous avez vous en local. Et si au fur et à mesure, votre modèle il est plus très en raccord avec le Y-test que vous avez vous en local, bah, c'est-à-dire que votre modèle, en fait, il n'est plus trop cohérent avec des données qu'il y a d'aujourd'hui. Parce que peut-être que sur le Y-test, il y a un mois, il était performant, mais peut-être que sur le Y-test d'aujourd'hui, sur des données qui sont plus récentes, il y a du mal. Donc là aussi, c'est une méthode pour vérifier et pour prendre des actions si jamais le modèle il est plus performant ou plus assez intéressant avec des données récentes. Mais pour monitorer, je pense que le plus important, le plus intéressant, c'est Elasticsearch. Après, vous avez d'autres comme Grafana, mais je trouve que Grafana, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour tout ce qui est log, Elasticsearch, ça reste un peu la référence. Alors, est-ce que le modèle va s'adapter à n'importe quel dataset qui traite une autre problématique? Alors non, en effet, à chaque fois qu'on va modifier la problématique, il faut modifier le modèle. Et du coup, cette phase, c'est pour ça que c'est important, cette phase d'expérimentation, où on construit, on étudie, elle est indispensable. C'est pour ça que le data scientist ne va pas disparaître, bien entendu. Même si on parle beaucoup justement d'auto-ML, en fait, on va chercher automatiquement un meilleur modèle. Empiriquement, les résultats montrent que l'auto-ML, c'est quand même pas non plus la solution à tout. Ça peut bien marcher dans certains cas, mais ça ne remplace pas une réflexion humaine, on va dire, où on passe du temps à comprendre les données, à les transformer, les interroger. Et en général, ça marche beaucoup mieux. Donc, à chaque fois qu'on va modifier le modèle, on devra évidemment modifier notre API. Et après, on rentre dans une autre logique, c'est que si jamais on fait souvent ces modifications de modèle, on aimerait automatiser la mise à jour de l'API. C'est-à-dire que plutôt que de faire manuellement, dès que je modifie le modèle, hop, il faut que je modifie mon API. Tout ça, c'est des choses qu'on peut automatiser. Et après, ça rentre dans ce qu'on appelle le MLOps. Mais là, du coup, on n'est plus sur un sujet data science, on est sur un sujet vraiment machine learning engineering. Alors, quelle est la différence entre AutoML, MLlib et la création d'API avec des frameworks en Flask? Alors, la grosse différence, c'est que AutoML, c'est un package qui vous permet, en fait, c'est un package qui va tester plein de modèles différents, avec des hyperparamètres différents et voir le modèle le plus performant. Donc, pour le coup, AutoML, on est vraiment encore sur la phase d'expérimentation. MLlib, ça, c'est le composant machine learning de Spark. Donc, c'est ce qui vous permet de faire du machine learning en distribué. Donc là, c'est encore de l'expérimentation. Alors que Flask, là, c'est vraiment, on va exposer le modèle. Donc, on est sur le déploiement, on va exposer le modèle sous forme d'API pour le rendre accessible sur un serveur, comme on vient de le faire. Donc, Flask, on l'utilise pour exposer un modèle, mais Flask n'est pas dépendant du machine learning. C'est-à-dire que moi, je peux juste faire un Flask pour calculer des choses qui n'ont rien à voir avec le machine learning. Alors, quelle est la différence entre Flask et Streamlit, au-delà de la partie front-end plus riche côté Streamlit? Alors, c'est vrai que c'est des choses différentes. Streamlit, pour le coup, on a un peu parlé avec des étudiants dans les formations. Streamlit, il ne va pas exposer votre modèle. Streamlit, il va simplement vous fournir des dashboards, du reporting. Par contre, si vous faites typiquement comme c'est le cas ici, si vous voulez faire des requêtes HTTP avec d'autres programmes, avec des clients web, du React, du Node, donc avec des plateformes web ou mobiles, là, Streamlit n'est pas adapté parce que Streamlit, c'est uniquement du rendu, de la data vise. Mais vous ne pouvez pas, par exemple, dans une application que vous avez déjà, vous ne pouvez pas directement le faire dans cette situation parce que du coup, Streamlit, c'est vraiment fait pour du reporting et du dashboard. Donc Flask, c'est vraiment, on encapsule l'API et on l'expose.
Voilà, bah, écoutez, j'espère que ce workshop vous aura plu. On a vu beaucoup de choses. Alors, avant de vous partager le code, donc ce que je vous propose, c'est pour essayer justement d'en faire profiter un maximum de personnes, pour que je vous envoie le code, vous pouvez écrire un post LinkedIn et vous allez taguer moi et Blent. Et en 2-3 lignes, vous allez essayer d'expliquer en 2-3 bullet points ce que vous avez vraiment retenu sur les API. Parce que ça, pour le coup, c'est quelque chose où les gens ont beaucoup de difficultés. Ce que je comprends au début, c'est pas évident. Concrètement, c'est quoi qu'est-ce qui est important dans un API? Pourquoi est-ce qu'on le fait? Alors, si vous pouvez poster une publication sur LinkedIn, donc vous me taguez moi et Blent, parce que sinon on ne le saura pas, et vous expliquez voilà, en 3-4 bullet points ce que vous avez retenu vraiment du workshop. Et du coup, après, on vous enverra le guide dans votre inbox. Comme ça, vous pourrez du coup réutiliser ce code pour vos projets perso. Donc, n'hésitez pas à poster un message sur LinkedIn. Pensez bien à nous taguer, sinon on ne le saura pas. Et après, un membre de l'équipe vous enverra, ou moi-même, vous enverra le code. Donc, le code avec un guide pour l'installer. Et le notebook, mais ça, le notebook, vous l'avez déjà. Du coup, lui, ce notebook-là, vous pouvez déjà le réexécuter. Et pour avoir le code de l'API, vous pouvez évidemment poster la publication LinkedIn, nous taguer, et on vous enverra tout ça. Donc, soit par mail, soit par LinkedIn. Vous pouvez m'ajouter aussi, comme ça, je pourrais vous l'envoyer également. Donc, n'hésitez pas à faire votre publication LinkedIn, et comme ça, je peux vous envoyer et à m'ajouter également. Ça fait plaisir, et du coup, je pourrais vous envoyer le lien. Donc, on se retrouve très bientôt, je pense, pour un autre workshop, sûrement dans le même sujet. J'espère que ça vous a plu, ce workshop Boost sur Skills, parce que c'est vraiment, souvent les API, c'est quelque chose de très important. Les recruteurs en demandent beaucoup, les entreprises ont de gros besoins. Et comme vous pouvez le voir, pourtant, c'est pas si, il ne faut pas être un expert en réseau. Il faut juste avoir les bons outils. Et ça tombe bien, j'essaie de vous présenter au maximum les bons outils. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne semaine et évidemment, à bientôt avec Blent. Merci, au revoir. Bonne journée à tous.